Ah, vous êtes là. Vous êtes peut-être déjà tombé sur cette vidéo intitulée « J'ai été frappé et trompé par ma femme ». Peut-être qu'elle vous a fait rire, peut-être qu'elle vous a fait de la peine, peut-être qu'elle vous a juste aidé à passer un peu le temps. Moi en tout cas, j'ai relevé pas mal de choses très intéressantes qui me font dire que ce mec a quand même une énorme part de responsabilité. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Roro, ça fait quelques années maintenant que j'aide les hommes et les femmes sur internet à mieux comprendre leurs relations. Et dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'histoire de Benjamin et faire ressortir toutes les erreurs et les leviers qui auraient pu lui éviter cette catastrophe pour que ça ne lui arrive plus jamais. Allez, c'est parti. J'ai rencontré la personne du coup en septembre 2019, j'ai rencontré via Tinder. Ce qui me plaisait, c'est que je cherchais quelqu'un qui a de la vivacité d'esprit, qui s'intéresse à pas mal de choses, qui est assez ouverte d'esprit. Déjà, les premières secondes donnent énormément d'informations sur le contexte et sur le profil psychologique du mec. Et je vais pas m'arrêter sur le fait que Tinder et relations sérieuses sont deux choses qui vont pas du tout ensemble. Certains vous diront « Oui, moi j'ai rencontré mon partenaire dessus, ça fait 5 ans qu'on est ensemble ». Déjà 5 ans c'est rien, une durée ne dit absolument rien sur la qualité d'une relation, et quand bien même ça représente une infime minorité des utilisateurs, et c'est très loin d'être une vérité générale. Par contre, ce qui est intéressant à relever, c'est pourquoi il était sur Tinder, et pourquoi est-ce qu'il a choisi cette meuf-là. Il faut bien comprendre que 80% des hommes qui installent Tinder, c'est parce qu'ils n'ont pas ou peu d'opportunités dans la vraie vie, et très souvent c'est encore pire sur l'appli parce qu'ils sont en concurrence directe avec le top 20% des hommes qui se partagent la majorité des femmes. Là, il nous donne des critères de sélection qui sont très génériques, je pense que personne n'a envie de se mettre avec quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit et qui ne s'intéresse à rien. Donc pour moi, là, la traduction, c'est « je n'avais aucun critère, cette femme m'est tombée dessus et c'est elle qui m'a choisi ». Et ça, pour moi, c'est suffisant pour dire que Benjamin fait partie de ces mecs qui sont sur Tinder parce qu'ils ont très peu de choix dans la vraie vie et que c'est une espèce de solution à leur célibat involontaire. Alors attention, c'est pas péjoratif du tout, appréhender le marché de la séduction aujourd'hui en tant qu'homme c'est difficile, mais c'est très important de comprendre que c'est probablement la seule femme qui s'est intéressée à lui et que c'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble. Au bout d'une semaine, elle était en train de vivre direct chez moi. Une semaine après, c'était l'annonce du confinement, quoi. Pendant le Covid, on est collés dans mon appartement qui fait 40 mètres carrés, donc on est tous les deux dans la même pièce tout le temps. On s'engueule jamais, en fait. Donc là, en fait, la complicité augmente avec le temps. Toute l'histoire se fait naturellement. C'est con, mais rien que cette ellipse de 3 ans en dit déjà très long sur la très mauvaise qualité de leur relation, mais je vais y revenir. Je vais pas m'arrêter sur le fait qu'ils se soient installés ensemble si tôt, sachez juste que dans 99% des cas, c'est des couples qui sont voués à l'échec. Après, il y a eu le confinement, c'est vrai que c'est une circonstance atténuante, donc on va être joueur, on va dire que ça a pas d'importance. Déjà, j'ai envie de dire, ça fait quelques semaines que vous êtes ensemble, vous êtes encore dans l'euphorie du début de la relation, encore heureux que vous vous engueulez pas. Par contre, c'est au bout de quelques mois qu'il va falloir commencer à se poser la question, est-ce qu'on ne s'engueule jamais parce qu'on est souvent d'accord et qu'on gère nos désaccords correctement, ou est-ce que c'est à l'inverse parce qu'on évite la friction et qu'on ne communique pas assez? Ça peut être une bonne comme une mauvaise chose en fait. Et donc on revient à cette ellipse où on n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant 3 ans, alors soit c'est une volonté de la production qui a jugé que c'était pas assez intéressant pour être gardé, et c'est vraiment dommage parce qu'en 3 ans il y a forcément des indices qui auraient pu laisser entrevoir ce qui allait se passer par la suite, soit c'est lui qui n'a vraiment rien relevé de notable pendant 3 ans, et ça en dit très long sur le niveau de passivité qu'il avait dans son couple, et probablement sur le niveau de platitude et de routine de sa relation. On peut pas passer 3 ans de sa vie avec quelqu'un sans qu'il n'y ait rien d'important à relever. Son comportement, il a changé après le mariage, je dirais, ouais, 3 mois après. En fait, je voyais une sorte de distance qui se créait. Début janvier, du coup. Je lui avais écrit une lettre pour lui dire que, du coup, je trouvais que son comportement changeait de jour en jour, qu'elle était plus la même personne, que je sentais un éloignement et tout. La lettre, elle répond pas spécialement. Elle me dit non, c'est n'importe quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez ce qui est pire que de se voir refuser sa demande en mariage? C'est que la personne accepte de se marier alors qu'elle n'est pas amoureuse de nous. C'est quand même assez fréquent que des jeunes couples explosent juste après le mariage, mais les gens ont tendance à voir ça de manière passive en disant que c'est une étape bouleversante et qu'en gros, soit ça passe, soit ça casse. Alors qu'en vrai, le mariage, c'est juste un déclencheur d'un problème qui traînait déjà avant. À savoir, je ne suis pas amoureuse de cette personne et je viens de m'engager administrativement avec elle. Et là, malheureusement, c'est difficile de pas lui donner raison parce que le coup de la lettre, c'est encore une preuve de l'immaturité émotionnelle de ce mec. On ne communique pas avec la personne qui partage notre vie depuis 3 ans en lui envoyant une lettre, ça n'a aucun sens. Et il faut s'imaginer à la place de cette femme qui, certes, s'est engagée avec lui alors qu'elle n'aurait pas dû, mais qui l'a fait quand même, qui est très malheureuse et qui vient de recevoir une lettre comme si elle avait 14 ans. Et on peut même imaginer que ça se passe comme ça depuis le début en fait. On avait la maison, on avait le barbecue, j'essaie de faire des choses, inviter des gens, proposer d'inviter des gens. Pardon, mais quelle femme rêve de ça aujourd'hui, sérieux? Est-ce qu'une maison, un barbecue et une routine de merde, c'est vraiment le plus haut niveau de bonheur que tu peux offrir à ta meuf? Parle-nous de votre connexion émotionnelle
personnel, parle-nous des projets que vous aviez ensemble, parle-nous de comment tu l'as... Je sais pas. Elle a eu un problème au niveau de sa voiture. Du coup, elle est allée voir un gars de son palais pour essayer de réparer la voiture. Et après, on rentre et tout. Et elle me fait, je pense, l'inviter un midi pour prendre un petit café après le travail. Je lui dis, bah, à la limite, tu peux l'inviter à manger aussi, c'est entre midi et deux. Du coup, on mange, etc. Moi, je vais monter, du coup, dans le bureau à l'étage pour donner une formation pour mon travail. La première pause commence à descendre. On a mangé. Ça fait au moins 1 heure après qu'il est encore là. Prochaine pause de la formation, donc pendant l'après-midi. Je me dis, bah, tiens, je vais aller voir, etc. Et au moment où la marque grince, en fait, je les vois faire des gestes brusques. Je vais aux toilettes au rez-de-chaussée, je vois un fluide corporel qui flotte dans les toilettes. Donc à ce moment-là, je la confonds et elle rigole en disant, bah, il a peut-être besoin de se soulager. Après, en ayant passé toute la journée dans un camion, je fais, ouais, ok, c'est bizarre. Et en fait, tout l'enchaînement me fait dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je vais sur son ordinateur, je vais sur sa messagerie et je regarde les messages avec ce gars-là. Et en fait, là, les messages sont sans appel. Genre, c'est une tromperie pure et dure. Je prends contact avec ce fameux garçon. Je lui dis, soit on s'appelle, soit je raconte tout à ta femme. Et en fait, cette personne m'appelle dans les 2 minutes qui suivent pour me raconter tout ce qui se passe, que ça a eu au palais, dans les voitures, qu'il y a eu des fellations dans la voiture. En tant qu'homme, tu es le garant de la sécurité et de la charge mentale de ta maison. Et justement, la charge mentale, c'est ça. Moi, ça me paraît aberrant de laisser une femme s'occuper toute seule de faire réparer sa voiture. On n'a pas tous les compétences en mécanique, moi le premier. Par contre, la moindre des choses, ça aurait été de lui dire, vas-y, passe-moi tes clés, j'emmène ta voiture chez le garagiste. Donc quelque part, tu l'obliges à se tourner elle-même vers un autre homme qui est plus capable que toi. Et justement, une fois arrivé chez toi, ce mec, tu ne le connais pas, même si ta femme le connaît un peu, ça reste un potentiel danger. Donc le signal que tu renvoies encore une fois, c'est vas-y, la sécurité, je m'en bats les couilles. Je te laisse la charge mentale et tu te débrouilles avec lui. Et je peux te garantir qu'aussi bête et anodin que ça puisse paraître, les femmes le perçoivent très bien et elles ont horreur de ça. Et le cumul de ce genre d'erreur sur 4 ans, oui, ça fait qu'elle finit par se dire, je préfère me faire foudroyer par le Tchad qui répare ma voiture que par mon cuck de mari. Ce gars-là me dit plus que la personne avec qui je vis, que je vis depuis 5 ans, ça fait très mal. Ouais. Oui, parce que ton manque de masculinité fait que ce mec-là, qui la bouillave depuis des mois, est devenu son nouveau repère masculin. Les femmes ont généralement 3 repères masculins dans leur vie. D'abord c'est le père ou le frère, ensuite ça devient le mari, et malheureusement dans ton cas, quand il y a un amant, bah tu perds le rôle. Et donc pour elle, à ce moment-là, c'est lui qui était le plus à même de résoudre ses problèmes. Bon, je vous passe le moment où il explique pourquoi il lui donne une seconde chance. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une analyse très profonde pour comprendre que c'est une idée de merde. Je fais juste une petite parenthèse avant de continuer pour vous dire que si vous êtes en couple et que vous voulez combattre la routine, vous donnez une seconde chance ou simplement donner un petit coup de boost à votre relation, le programme Retake, dans lequel je vous aide à rétablir vos dynamiques de couple pendant 5 semaines, est disponible avec le lien en description. Et vous avez même 100 € de remise si vous utilisez le code BETA100 lors du paiement. Du coup, 8 mois après la première tromperie, on a invité à un mariage du coup de ses potes qui se marient. Il était 2h du matin. Je lui dis, moi je vais prendre un Uber et je rentre. Et tu me rejoins si tu veux plus tard. Je me réveille vers 5h, 5h30 du matin. Personne à côté de moi dans le lit. Du coup là, je me dis, bon bah je vais me lever. J'ouvre la porte de la chambre et là je commence à entendre des petits bruits sexuels quoi, qui viennent d'en bas. Je la vois donc nue, le gars juste nu aussi. Là je commence à aller vers la cuisine, je prends des objets, je commence à acheter des choses. Elle commence à m'attraper avec son bras du coup pour elle m'étrangle en fait. Et elle m'attrape les parties intimes et elle me dit maintenant vas-y frappe-moi grosse merde. Alors là c'est hyper intéressant. Bon, forcément c'est pas un secret, si une personne te trahit et que tu lui laisses l'opportunité de te trahir une deuxième fois, il y a de grandes chances pour que ça arrive. Par contre là le mec montre pour la toute première fois un tout petit peu de virilité en s'énervant, et vous voyez que la première réaction de la meuf, c'est de lui en demander plus. Elle lui dit en gros, vas-y, ça fait 4 ans que j'attends ça, va au bout de la démarche. Et elle le chope par les couilles, parce que les couilles, pour beaucoup, c'est un peu le symbole de la virilité, donc c'est un moyen d'encore plus l'humilier. Et la symbolique, elle est super puissante, parce que ça veut dire, regarde, je suis en train d'attraper l'essence même de ta masculinité, pourquoi est-ce que tu as attendu que j'aille aussi loin pour enfin devenir un homme? Parce qu'on est d'accord, être un homme, c'est pas s'énerver et jeter des trucs partout dans la maison, mais dans son logiciel à elle, qui vient de passer 4 ans avec un fragile, il faut le dire, c'est une preuve de virilité énorme. Et du coup, elle se dit, vas-y, il faut que je vois jusqu'où il peut aller. Bon, je vous passe le passage sur le chantage au suicide et l'intervention des pompiers, c'est pas très intéressant. Et c'est le début d'une phase d'injustice qui commence. Du coup, moi, je prends la décision de porter plainte pour le début de ce que j'appelle essayer d'avoir une reconnaissance, d'essayer de comprendre en fait que ce que j'ai vécu, c'est pas anodin. Quand il t'arrive un coup dur comme ça dans la vie, parce que oui, il faut quand même pas sous-estimer la souffrance de ce mec, ça a dû être très difficile à vivre, tu as 2 possibilités. Soit tu fais comme
les femmes, c'est-à-dire que tu te déresponsabilises et que tu attends d'une autorité qu'elle règle ton problème à ta place, c'est pas pour clasher les meufs ce que je dis, hein. C'est même pas péjoratif, mais c'est une réalité. En général, c'est je prends un psy, je porte plainte, et justement, je leur délègue la charge mentale de la résolution de mon problème. Soit finalement, tu décides de porter tes couilles et tu te dis ok, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui ai laissé cette femme rentrer dans ma vie pour me faire du mal, il faut que j'en tire les bonnes leçons et que je mette en place ce qu'il faut dans ma vie pour que ça n'arrive plus jamais. À commencer par s'éduquer sur la psychologie féminine et les dynamiques relationnelles, en se procurant par exemple mes 2 e-books, Psychologie féminine et Relations 2.0, qui sont des bangers absolus dans leur domaine, et où je développe de manière très simple et structurée tout ce qu'il faut savoir pour prendre correctement sa vie amoureuse en main. En tout cas, malheureusement, lui, il a choisi la première option, et c'est vraiment dommage parce que ce qui lui a coûté sa première relation sera très certainement ce qui va lui coûter la prochaine. Il faut surtout pas sous-estimer ces dynamiques relationnelles hommes-femmes qui sont très peu visibles, et qui paraissent souvent anodines, mais qui sont pourtant la base de tout. Et c'est dommage parce que je pense que Benjamin a du potentiel, il est loin d'être moche, il a l'air d'être assez intelligent, il faudrait juste qu'il apprenne à s'affirmer un peu plus, qu'il devienne plus proactif dans sa vie, qu'il développe peut-être un peu son leadership, et ça l'aiderait énormément dans sa vie relationnelle. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater la prochaine. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as vécu des situations comme celle-ci, et sur ce, je te dis à bientôt.